Si tu pouvais imaginer ton combattant parfait, à quoi il ressemblerait? Moi, en tant que ceinture noire de taekwondo et ceinture violette de JJB, ça donnerait un style un peu particulier. Ce qui me fait bondir devant ma télé, c'est les coups de pied spectaculaires et les soumissions que l'on voit rarement en MMA. Et bah figurez-vous que ce combattant a bien foulé la cage de l'UFC il y a quelques années. Avec un style de combat complet quasiment jamais vu jusqu'alors, il était capable de vous mettre KO avec un 360 et de vous caler une soumission dont très peu de personnes ont le secret. Invaincu en 6 combats, il a malheureusement pris sa retraite. Aujourd'hui, on parle d'un de mes combattants préférés, le Dagestanais Zabit Magomed Sharipov. Holy shit is this guy. He's fucking phenomenal. An animal? I ain't never seen a ninja jump at me like that in a room. Ever. Et avant de commencer, si t'es incapable d'envoyer un kick correctement, abonne-toi à ma chaîne, tu verras, c'est magique, tes jambes vont s'envoler toutes seules. En plus, c'est gratuit. Merci grandement à tous ceux qui le feront. Zabit Magomed Sharipov voit le jour le 1er mars 1991 à Khasavyurt au Daghestan. Très tôt, comme beaucoup de jeunes de cette région, il plonge dans l'univers de la lutte libre. Mais il se lance aussi dans le Sanda, un art martial chinois mélangeant striking, lutte et projection au sol. Et ça, pour le coup, c'est moins commun. Mais sa formation, il l'a faite dans un endroit encore plus spécial appelé l'école Shaolin du Daghestan. Très stylé comme nom, faut l'avouer. Imaginez une école vraiment atypique, fondée dans les années 80 par un artiste peintre passionné de kung-fu. Son but est de former des jeunes Dagestanais et en faire de véritables guerriers pacifiques. C'est précisément le projet un peu fou de Gusein Magomaev et de sa femme Olga. Il crée alors l'école Пять сторон света, qui signifie les 5 directions du monde. Et oui, ça fait tout de suite plus stylé que le MMA Club de Charleville-Mézières. Nord, Sud, Est et Ouest correspondent aux 4 points cardinaux. La 5e se trouvant à l'intérieur de nous, signifiant notre élévation spirituelle. Au tout début, ce n'était qu'un modeste studio d'art. Mais lorsque l'URSS traverse de grandes turbulences dans les années 90, Gusein et Olga décident de bâtir une véritable école. Leur concept, un entraînement intensif de wushu, sanda ou de taekwondo, combiné à un cursus scolaire béton. Résultat, on la surnomme vite l'école Shaolin du Daghestan. Les jeunes du coin arrivent de partout, prêts à vivre sur place toute l'année pour devenir des brutes. Aussi bien intellectuellement que dans leur art martial. Et ça marche. Au fil des décennies, l'école des 5 directions du monde forme plus de champions de Russie et d'Europe en wushu sanda que n'importe quel autre pays. Elle révèle même de véritables prodiges comme Muslim Salikov, devenu le premier non-chinois à décrocher le titre de King of Sanda. Les succès s'étendent ensuite au MMA et au taekwondo, tout en maintenant d'excellents résultats scolaires. D'ailleurs, si vous voulez voir, il y a un documentaire qui a été fait par Al Jazeera qui se nomme Les guerriers pacifiques du Daghestan. Bien entendu, je vous mets le lien en description. Bref, c'est dans cette école que Zabit va passer 10 ans de sa vie, à s'entraîner quotidiennement, à étudier, avec un intérêt tout particulier pour la médecine. Sans oublier de performer dans les sports de combat jusqu'à devenir champion d'Europe de Sanda. Peut-être un peu moins magique que Poudlard, mais nettement plus efficace pour finir à l'UFC. Zabit fait son entrée dans le monde du MMA en 2012. Et spoiler alert, il ne va pas du tout passer inaperçu. Malgré une petite fausse note, une défaite lors de son 5e combat, il enchaîne des prouesses et atterrit dans l'organisation ACB qui s'appelle maintenant ACA. D'ailleurs, des stars comme Petroyan et Rodolfo Vieira y ont aussi fait leurs armes. Entre 2014 et 2016, Zabit combat 6 fois pour l'ACB. Et devinez quoi? Aucun combat ne dure jusqu'au 3e round. Pas le temps de traîner, il plie l'affaire avec un record parfait de 6-0. Il devient champion des poids plumes avec un bilan impressionnant de 12-1, agrémenté de 6 KO et de 5 soumissions. Bref, un combattant équilibré, complet et surtout terriblement dangereux. En mai 2017, l'UFC entre en action et signe Zabit pour un combat lors de l'UFC Fight Night à Rotterdam en septembre. Initialement prévu contre Nick Hayne, celui-ci se blesse. Les joies du MMA. Et c'est finalement Mike Santiago, fraîchement vainqueur lors des Dana White Contender Series, qui prend le relais. Et malgré un an sans combattre, Zabit fera dans l'octogone un show spectaculaire. Coup de pied retourné, défense de takedown, et même un showtime kick à l'Anthony Pettis. Cerise sur le gâteau, une soumission sur étranglement arrière au 2e round viendra clôturer ce festival de MMA. Une démonstration totale de MMA qui lui sécurisera les 50 000 $ de la performance de la soirée. Zabit demandera alors Artem Lobov, l'un des meilleurs amis de Conor. Une demande pas bête du tout car Artem est sur une défaite lors de son dernier combat en main event contre Cub Swanson. Ça lui permettrait donc de rentrer vite dans le top 15. Peut-être que Artem n'avait pas envie de prendre Zabit. Oui, bon, c'est bizarre dit comme ça, mais en tout cas, le combat ne se fera pas.
À peine un mois et demi après ses débuts explosifs à l'UFC, Zabit est déjà de retour dans l'octogone. Le 25 novembre 2017 lors de l'UFC Fight Night Bisping contre Gastelum en Chine. Son adversaire sera Sheymon Moraes, un jeune striker prometteur qui arrive avec un bilan respectable de 9-1 et qui fera également ses débuts à l'UFC. Dès le premier round, Zabit montrera encore l'étendue de son arsenal, un taekwondo ultra agressif qui laisse Moraes constamment sur la défensive. Une maîtrise du combat à distance empêchant le Brésilien de trouver la sienne. Mais ce n'est pas tout, quand Moraes tente d'emmener le combat au sol, Zabit démontre encore une fois pourquoi il est considéré comme un combattant complet et imprévisible. Défense de lutte, défense au sol, Zabit contre chaque tentative du Brésilien. Au troisième round, après avoir littéralement dominé son adversaire, son coach lui rappelle de prendre la montée et de finir le combat avec un triangle de bras. Il termine le combat avec une sublime anaconda choke. Bon, son coach avait demandé un triangle de bras, il l'a fait, mais en inversé. Avec ce style spectaculaire, Dana White donnera à Zabit son deuxième bonus de performance of the night. 50 000 $ de plus, c'est pas trop mal. Dans la foulée, Zabit appelle Yair Rodriguez, alors 7ème au classement, et qui venait de subir une défaite contre Frankie Edgar. Un choix malin, car battre Yair aurait permis à Zabit de s'inscrire rapidement dans le top 15, voire même le top 10. Prenant un peu de repos, Zabit combattra finalement Kal Bochniak pour son premier UFC numéroté le 7 avril 2018. Un UFC qui verra le sacre de Khabib face à Ali Akinta en 70 kg. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Bochniak aura bien étudié son adversaire. Zabit fait 1m85 pour une envergure de 1m85. Et Kyle fait 1m78 pour une envergure de 1m77. Et comment on fait face à un expert du striking quand on est plus petit? Sachant qu'il peut partir dans tous les sens et vous envoyer des coups de pied retournés quand il veut. La stratégie de Kyle sera payante et très intelligente. Se protéger avec une garde haute et avancer continuellement avec des coups puissants afin de coller son adversaire. Bon, il y a un autre petit featherweight qui fait ça exactement en ce moment, je pense que vous le connaissez. Cependant, Zabit fera preuve de sang-froid et gardera sa distance, lui permettant même de faire encore quelques highlights qui auraient fini sur TikTok si ça existait à l'époque. Le round 2 sera encore une fois une masterclass avec des combinaisons folles et un mix de MMA d'un niveau dingue. Bien que Bochniak montre énormément de cœur et continue d'avancer à la manière d'un Nate Diaz ou d'un Tony Ferguson. Pendant le round 3, Zabit cherchera à coller Kyle et pour une bonne raison. Il commence à être clairement fatigué. Et on voit pour la première fois un Zabit exténué qui regardera le timer à plusieurs reprises. Il devient plus lent, plus prévisible, tandis que Bochniak continue inlassablement d'avancer même s'il est en sang et ouvert de partout. Ils nous donneront dans les 45 dernières secondes l'un de ces moments un peu fous du sport où ils se rendent coup pour coup sans s'arrêter. Victoire par décision unanime de Zabit et encore 50 000 $ qui vont tomber, et cette fois pas de performance de la soirée, mais bel et bien un combat de la soirée. Et Zabit appellera de nouveau Yair Rodriguez, malheureusement le combat ne se concrétisera jamais. Pire encore, cette demande mènera à un petit drama avec Yair Rodriguez temporairement exclu du roster de l'UFC pour des désaccords contractuels, ou des esquives de combat. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les comebacks les plus fous de l'UFC d'ailleurs. La vidéo a flop total, mais va la voir, franchement elle est cool. Ça y est, Zabit est 15ème de la catégorie. Septembre 2018, UFC 228, le combat entre lui et Yair Rodriguez allait enfin se faire. On allait enfin savoir qui est le meilleur kicker de la catégorie. Bah non, parce qu'en fait Yair sera blessé et déclara forfait le 23 août. C'est finalement l'américain Brandon Davis qui sera choisi. Il était sur 2 défaites lors de ses 3 derniers combats et il n'avait je pense pas vraiment d'autre choix que d'accepter le fight. Et cette fois-ci, Zabit démarra le combat en étant plutôt attentiste. Il ne donnera presque aucun coup pendant les 4 premières minutes, avant d'enchaîner avec un très beau ciseau qui incitera Davis à se rapprocher pour ne plus prendre la foudre. Zabit, avec un timing parfait, en profitera pour prendre le dos de l'américain et l'envoyer au sol. Notre Dagestanais commencera le round 2, comme il a fini le précédent, en cherchant tout de suite le contact et le dos. Il fera parler sa lutte et son JJB pour aller chercher une exceptionnelle Suloev stretch ou banana split, mais c'est plus stylé de dire Suloev stretch, j'imagine. La deuxième s'étant déroulée seulement quelques minutes avant par Aljamain Sterling sur Cody Stamann. C'est quand même fou qu'une soumission qu'on a quasiment jamais vue en 20 ans soit faite 2 fois la même soirée. Et j'ai envie de croire que Zabit a été inspiré pour réaliser cette soumission. L'histoire me plaît, donc elle est vraie. Bon, une victoire impressionnante, mais le combat semblait bien différent de ce à quoi Zabit nous avait habitués. Alors était-il blessé? Était-il malade? A-t-il eu un problème pendant le cutting qui lui ont donné des problèmes de cardio? Peut-être voulait-il montrer que son grappling était aussi bon que son striking. Personne ne le sait, mais tous les scénarios sont possibles. Classé alors 13ème, Zabit affrontera Jeremy Stephens pour l'UFC 235 en mars 2019. Stephens est un OG présent à l'UFC depuis 2007, il est alors classé 6ème et représente ce qu'on appelle les gatekeepers. Des combattants solides mais qui n'auront finalement que peu de chances de devenir champion un jour. En témoigne son palmarès où il a affronté un tas de monstres, genre ces mecs, sauf qu'il a toujours perdu, et quasiment toujours par décision. C'est donc dur de soumettre
ou de mettre KO ce mec. Et ça rime presque. Et un peu à l'image du combat précédent, les premières minutes verront un Zabist calme et sur le reculoir. Effectuant un travail de sap en low kick et quelques moves illégaux au passage, un bon gros coup dans les burnes et un grip de la cage. Il attaquera tout de même dans les 45 dernières secondes avec son style flamboyant qu'on aime tant mais sans grand succès. Le round 2 pouvait commencer. Et il commence encore avec un pointu en plein dans les boules. Après encore 2 minutes à reculons, afin de limiter les dégâts, Zabit décidera de prendre les choses en main et d'emmener Stephens au sol. Jusqu'à lui prendre le dos et asséner quelques coups de coude bien sentis. Une fin de round qui lui permettrait de prendre le round 2 avec un premier round déjà acquis. Il fallait simplement ne plus se faire finaliser tout en continuant de pourrir le combat avec les déplacements. On aura donc un début de round 3 où Zabit tournera autour de la cage avant de tenter 2 amenés au sol très bien défendus par Jérémy. Zabit, fatigué, regardera à plusieurs reprises le timer avant que les deux combattants ne se livrent 45 dernières secondes absolument explosives. Victoire par décision unanime pour notre Zabit, bien qu'ayant perdu le dernier round sur la scorecard. Alors une victoire avec moins d'éclat, c'est sûr, mais une victoire, je dirais, intelligente, et surtout avec un énorme travail de gestion de distance et de feinte. Avec des coups précis, bien que rares. Bref, en somme, pas forcément le genre de combat que le public aime, mais en termes de gestion, c'est bien ça qui fait gagner les fights. Zabit, devenant numéro 5 de la catégorie, appelle à combattre le champion Max Holloway ou bien toute personne devant lui, à savoir Volkanovski, Ortega ou bien José Aldo. Sauf que c'était un véritable bordel dans la catégorie. Holloway venait de rater sa tentative en lightweight face à Dustin Poirier, et il venait de défendre sa ceinture face à Frankie Edgar, qui avait eu sa chance sur un hasard de calendrier, ou une récompense pour avoir pris Brian Ortega quand personne ne voulait le prendre. En tout cas, c'était surprenant, et ça faisait attendre Volkanovski, qui était quand même sur 17 victoires consécutives, et qui était légitimement le challenger numéro 1. Ortega a été booké face au Korean Zombie, mais une grosse blessure au genou l'empêchera de combattre. Et enfin, José Aldo, après sa défaite face au Volk, décida de descendre en 61 kg. Bref, c'était bouché et il fallait attendre. Et c'est donc Calvin Kattar, seulement 11e de la catégorie, qui fut choisi le 18 octobre 2019 à Boston, aux États-Unis, pour un 5 rounds. Mais Zabit se blessa et le fight fut déplacé. Sur l'event à Moscou le 9 novembre 2019 est transformé en combat en 3 rounds. Le premier round sera un round super intéressant à voir, plutôt équilibré, même si Zabit le prend. Le deuxième round verra le retour de ce qu'on aime chez Zabit et ses folies créatives, que ce soit en striking ou en grappling. Il dépassera clairement Calvin, mais ne parviendra pas à le toucher assez fort pour le faire vaciller. Et le round 3, ce round qui semble tant poser problème au cardio du Daghestanais, va-t-on voir un changement? Les 10 premières secondes commençaient bien jusqu'à ce qu'un nouveau coup dans les burnes vienne couper le combat. Une simple erreur ou une technique pour regagner du souffle? Évidemment, dis-le moi en commentaire. Et bah, étrangement, Zabist semble avoir encore du jus lors des 2 premières minutes du round. Mais la boxe précise et puissante de Kattar finira par trouver son chemin et à toucher durement plusieurs fois Zabit. Il reculera pour éviter de manger la sauce debout, mais Kattar semble avoir trouvé le timing et la distance. Il ne lâchera plus sa proie pendant tout le reste du round. Sur un bon timing, Zabit réussira à finir le combat au sol, mais se fera quand même sévèrement avoiner la tronche. Clairement, le round 3 est pour Kattar. La victoire sera cependant pour le Daghestanais par décision unanime et le combat Fight of the Night. Déçu de sa performance, sur la fin du combat, Zabit annonce au micro de Dan Hardy avoir été sous antibiotiques à cause d'une infection. Mais il promet d'être prêt pour un combat pour le titre en 5 rounds. Zabit devient alors top 3 de la catégorie. S'en suivra une énorme attente qui verra la chute de Max Holloway face à Volkanovski. Avec la revanche qui se mettait en place, Zabit n'avait pas vraiment de potentiels adversaires, mis à part Ortega blessé, ou bien la personne qui l'esquive depuis 2 ans et qui continuera. Un combat où il aurait pu exprimer son striking et limiter la casse avec son grappling en cas de pépin. Ce fight aurait assurément fait le show et aurait montré une bonne image de Zabit après 2 sorties moins impressionnantes. On verra d'ailleurs Zabit s'énerver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram. Il demandera plusieurs fois la ceinture à l'UFC, mais rien. Kattar tentera bien une revanche, mais ce qui intéresse notre phénomène, c'est la ceinture et c'est tout. Et finalement, ce qui mettra le dernier clou sur le cercueil de la carrière de Zabit, c'est l'annonce du combat pour le titre entre Ortega et Volkanovski en septembre 2021. Alors lassé de la situation, et on peut le comprendre, Zabit sera retiré du classement et annoncera sa retraite. Les raisons invoquées sont multiples et notre star du jour affirmera que des promesses n'ont pas été tenues par l'organisation, le faisant attendre. S'ajoutant à cela des blessures et le fait qu'il soit souvent tombé malade, il ne se sentait plus capable de revenir dans l'octogone. Bon, l'UFC a tenté à plusieurs reprises de le rappeler en 2022, certainement parce qu'il n'y avait plus personne pour combattre Volkanovski, en lui proposant directement des title shots, mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. Il en avait assez et se concentrera sur des études de médecine et l'avenir de son petit frère très prometteur, Hassan, un combattant du Bellator avec un palmarès de 10-0, et avec un style très similaire. Comme quoi des fois le talent, c'est de famille.
Alors je vous l'ai dit en intro, c'est un de mes combattants favoris. Mais honnêtement, est-ce qu'il aurait pu être un grand champion qui marque l'histoire du MMA s'il avait pas mis un terme à sa carrière? Eh bah je pense pas vraiment. Et ce pour plusieurs raisons. 1. Son physique. 1m85 pour combattre en 66 kg, ça peut en effet donner un sacré avantage d'envergure et de travail à distance, mais on le voit très bien avec les plus gros KO'teurs de la catégorie, il faut une sacrée densité musculaire pour avoir le knockout power capable d'éteindre totalement les lumières. L'autre possibilité bien évidemment c'est d'avoir un volume de coups important à la Max Holloway, et ça nous emmène à la deuxième raison. 2. Son style. Pour assumer un style aussi virevoltant et autant de déplacements pendant 3 rounds, il faut clairement un cardio surhumain. Et si les rounds de taekwondo ne durent que 2 minutes, il y a une raison. Notamment pour les high kicks qui gaspillent énormément d'énergie sans pour autant mettre facilement KO, en plus de risquer une amenée au sol ou un contre. C'est la résultante des 3e rounds de sa carrière à l'UFC où Zabit les a presque tous perdus. Alors après, maladie, pas maladie, il peut y avoir énormément de facteurs, mais toujours est-il que performer 5 rounds en étant aussi spectaculaire, c'est chaud. 3. Des champions exceptionnels. Il est vrai que sur son chemin, même s'il a rencontré de solides combattants, il s'était pas vraiment frotté au gratin de la catégorie et on n'a pas vraiment de réponse. Par exemple, contre Max Holloway, clairement je pense que Zabit perd le fight. Max est quasiment impossible à mettre KO, il a une endurance folle et une expérience de 5 rounds comme peu de personnes en ont. Ça aurait été sûrement très stylé debout, mais à part emmener le combat au sol et le finaliser, je vois Max au-dessus. Contre Volkanovski, je pense qu'il n'y a même pas un monde où Zabit puisse gagner face au nain australien malgré les quasiment 20 cm d'écart. Je pense que la puissance de frappe de Volk est celle qui aurait largement submergé Zabit dans un combat qui dure. Et enfin, Topuria. Même limonade, trop dense, trop complet, avec une anglaise chirurgicale et un JJB de haut niveau, pour espérer durer contre lui 25 minutes dans la cage, je pense que ça ne l'aurait pas fait. Bref, Zabit reste tout de même un combattant exceptionnel, un véritable ninja créatif, que j'aurais aimé voir plus longtemps dans la cage, même s'il aurait été probablement bloqué dans le top 5 toute sa carrière. Tu me diras, être bloqué dans le top 5 de l'UFC, il y a quand même pire, même si on connaît les mecs sur Twitter qui auront dit que non, c'était juste un plombier. Évidemment, dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas avec moi. Cette vidéo est maintenant terminée, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter cette vidéo si jamais elle vous a plu. On se retrouve prochainement sur YouTube ou sur Twitch. N'oubliez pas de vous laver. Peace!